Nos villes recèlent de trésors architecturaux, mais prenons-nous encore le temps de les observer? Je suis Antoine Bouchet, journaliste pour le magazine Le Point, rédacteur pour Coupe-Fil Art. Je suis Nicolas Bousser, historien de l'art, chargé des réseaux sociaux au musée du Louvre et directeur du magazine Coupe-Fil Art. Dans ce nouveau numéro de Paroles d'art, nous recevons Thomas Lhomme. Depuis plusieurs mois, cet étudiant en architecture développe un projet d'application dédié à sa passion. Avec Archidex, Thomas entend rendre accessible au plus grand nombre l'architecture. L'outil se conçoit comme une cartographie des points d'intérêt remarquables de la capitale. En se rendant physiquement devant les lieux, l'utilisateur accède à des fiches détaillées qui le renseignent sur l'histoire et les caractéristiques du lieu. Et qui, Thomas l'espère, lui donneront envie d'en découvrir plus sur un courant ou un architecte spécifique. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci d'être là pour parler de ce beau projet qui est Archidex. Est-ce que d'abord tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Qui es-tu? Oui, je m'appelle Thomas Lhomme, je suis étudiant en architecture, je suis ingénieur architecte en fait. C'est un double cursus. Et je suis là pour présenter le projet Archidex, c'est un projet que je développe et c'est une application d'architecture qui va permettre de capturer les bâtiments et d'apprendre l'architecture, à les voir, à les reconnaître. Ça fonctionne comme le Pokédex de Pokémon, mais avec l'architecture finalement. Et j'ai eu cette idée il y a 2 ans, à peu près. C'est quand j'étais en Erasmus à Rome. Et j'ai eu cette sensation qu'il manquait un peu un outil ou une application, quelque chose de fun, de ludique, pour réussir à apprendre l'architecture et à le partager. Ok, parce que dans tes études à toi d'architecte, tu avais le sentiment que c'était pas assez... Il n'y a pas assez de vulgarisation sur le sujet, ou que c'était... Pas assez après... Tout le monde ne pouvait pas l'appréhender, c'est ça? L'architecture, ça reste un domaine, en étant une fois dedans dans les écoles, ça reste un domaine de personnes sachant, où on peut être intéressé par l'architecture, on peut avoir une sensibilisation ou être intéressé, mais ça reste un produit qui est dur à consommer. Donc par exemple, si on veut voir de l'architecture, alors qu'elle est autour de nous en permanence, si on veut apprendre des choses sur elle, on doit passer souvent par des livres qui sont très chers, des livres avec beaucoup de photos, beaucoup de textes, et en fait ça devient des produits presque un peu de luxe qu'on met dans une bibliothèque, et c'est des beaux livres. Mais si on veut après visiter rapidement ou consommer de l'architecture pour du plaisir, on va aller vers des choses comme le guide du routard, ou alors regarder des sites internet, des blogs, etc. Et on le voit aujourd'hui avec TikTok et Instagram, beaucoup de gens font des présentations sur... de la vulgarisation, mais c'est souvent de l'anecdote ou des histoires, un penchant plus historique du bâtiment. Mais il manque encore cette chose d'apprendre à voir le bâtiment, à comprendre comment il est fait, et pourquoi nous, en architecture, on se retrouve à les étudier et à se dire que c'est un objet intéressant. On peut pas, être dans la rue et se dire pourquoi ce bâtiment-là, il est reconnu quand on est, nous, en études d'architecture. Des fois parce que c'est caché, c'est à l'intérieur, ou tout simplement parce qu'on n'a pas les outils pour le voir. Et moi, en étant en école d'architecture, après ces 5 ans d'études, je me suis rendu compte qu'on n'a pas simplement accès à ça. Oui, écoute, on a les mêmes problématiques en histoire de l'art, c'est bien. Même si Paroles d'art ce soir, c'est Paroles d'architecture, c'est là que je voulais sortir. Ouais, on a exactement les mêmes problématiques dans le milieu de l'art, ne serait-ce que sur le prix des ouvrages, sur le pourquoi aussi. Pourquoi surtout cette œuvre d'art est intéressante et on la considère comme un chef-d'œuvre. Et je pense que c'est un peu ce que tu voulais dire aussi. Pourquoi, par exemple, on peut s'extasier des fois devant certaines pièces d'architecture, ce qui ne va pas forcément sauter aux yeux pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Évidemment, on va voir la Tour Eiffel, même sans avoir lu 20 000 ouvrages sur Gustave Eiffel, on va comprendre que c'est quelque chose d'important et d'assez extraordinaire. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses où si on n'a pas ou consulté les ouvrages ou eu accès à des choses de vulgarisation mais exigeantes. Là aussi c'est intéressant ton propos sur ceux qui vulgarisent mais parfois en restant juste sur l'anecdote et une anecdote qui n'est pas forcément vraie. Voilà, c'était petit laïus juste pour dire que c'est très proche de nos problématiques à nous aussi. De toute façon, art, architecture, c'est... Oui. L'architecture, c'est un peu de l'art aussi. Dans le milieu de l'art, on va avoir tendance à se déplacer dans un lieu dédié à ça, pour le voir, l'apprendre. On va avoir des guides qui vont nous expliquer.
Donc on va avec cette ambition de voir l'art, alors qu'avec l'architecture, elle est autour de nous depuis qu'on est tout petit. Il y a des architectures qui sont pittoresques, des architectures ordinaires et d'autres qui sont extraordinaires. Et on nous a pas forcément donné les clés pour apprendre à les regarder. Ou en tout cas, on en a fait quelque chose de commun, d'habituel autour de nous, sans lever les yeux ou même se rendre compte des fois que dans la rue parallèle à où on habite, il y a quelque chose d'exceptionnel, ou en tout cas d'intéressant. Et l'idée, ça serait de se dire que c'est à côté de chez nous, on a juste à s'y rendre. Et j'avais un professeur en première année d'archi qui nous disait, quand on travaillait un peu sur les façades ou sur l'architecture en général, il essayait de nous donner une définition, que l'architecture, c'est un vêtement qu'on enfile tous ensemble. Donc en fait, il est là autour de nous, c'est un tissu, on dit que la façade c'est l'épiderme, c'est la peau, et qu'elle est visible, et qu'en fait, dans ce style, on a tous des tenues différentes, et on devrait apprendre à regarder les bâtiments pour les décoder. Ouais, c'est ça, et c'est qui je... Non, vas-y, je te coupe, Antoine, ce soir, je t'en prie, vas-y. Non, mais oui, c'est intéressant, parce qu'effectivement, le public y a accès, enfin les gens y ont accès tous les jours, en fait. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en habitant à Paris, puisque nous avons la chance d'habiter à Paris, dès que tu sors de chez toi, t'es confronté à de l'architecture et des choses qui valent le détour. Et encore une fois, par exemple, à titre personnel, je m'intéresse beaucoup aux églises, à Paris il y en a beaucoup. Chacune, bien souvent à Paris, des architectures très variées, et si tu rentres aussi à l'intérieur, l'architecture se poursuit, et je reviens encore à mes histoires de sculpture, de peinture, etc., mais aussi, souvent, c'est une œuvre d'art totale, finalement. On va de l'architecture jusqu'à la peinture, jusqu'à la sculpture, et c'est vrai qu'initialement, c'est pas un lieu on n'y va pas, ou en tout cas, à part les étudiants à l'école du Louvre, on n'y va pas en se disant, tiens, je vais aller voir de l'art en rentrant dans une église. Oui. Donc il y a ça aussi, et c'est pour ça que c'était intéressant de... Et c'est aussi ça avec Architecte, ce que tu m'avais expliqué, c'est cette volonté de le rendre accessible à tous et d'être curieux sur son environnement. Je crois que l'idée c'est aussi d'avoir des balades. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur vraiment la nature d'application, sur voilà, la manière dont ça se présente, ton projet, qui est encore un projet, on le répète, hein, l'application n'est pas sortie, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus? J'anticipe directement, l'application elle devrait sortir au mois d'avril, fin avril. Comme ça, ça donne déjà un objectif. Donc, pour ce qui est de l'application, j'ai décidé de l'appeler Archidex en référence au Pokédex de Pokémon. Parce que ce qui m'a inspiré en premier lieu, c'était l'application Pokémon Go, qui a rassemblé des millions de joueurs. Il y a eu une vague exceptionnelle dans le monde entier. Qui a disparu quand même du jour au lendemain. Presque, oui. Il y a eu l'effet de mode en 2016. Bah, tu te rappelles Antoine, au parc de la Tête d'Or à Lyon, les gens qui coursaient les scènes absolument folles pour... Et c'est fou parce que les gens jouent avec des monstres virtuels, donc les choses ne sont même pas devant eux. Il y a eu un engouement énorme, alors qu'autour de nous, on peut peut-être les appeler des monstres, mais en tout cas, on a des bâtiments incroyables qui sont là en permanence, et on pourrait jouer avec eux. Et c'est là que je me suis dit, mais Archidex, c'est un index d'architecture, tout comme le Pokédex, mais on joue avec la réalité, celle de notre ville, de nos bâtiments et ce qu'il y a tout autour de nous. Donc à partir de là, j'ai exploré l'idée, j'en ai parlé autour de moi, j'ai senti que ça créait un intérêt, une émulsion, donc j'ai continué dans la direction. Et ensuite, on m'a parlé d'une application que je connaissais pas, qui s'appelle Flash Invaders. En fait, on va venir flasher en prenant en photo des pixels qui sont dans la rue. De Paris. Ouais. Et ça a aussi fait un énorme engouement. Mais finalement, les gens sont des joueurs nés, on a tous envie d'avoir ce petit jeu, ce petit classement, ce côté gaming. Et ça a stimulé beaucoup de gens juste de prendre en photo des carrés dans Paris, sans avoir même une explication derrière. La récompense, elle est pas si grosse que ça. C'est juste d'avoir des points en plus dans un classement. Donc je me suis dit, avec l'architecture, on peut créer le même engouement du jeu, du classement, en ayant en plus tout un aspect pédagogique, on va apprendre des éléments. On va apprendre à voir l'architecture et on va repartir avec quelque chose avec soi. Et donc pour ce qui est du contenu de Archidex, puisqu'on a des bâtiments qui sont localisés, je me suis dit on doit avoir les gens qui vont se rendre devant. Et pour permettre la capture, on va le faire avec la géolocalisation, de la même manière que quand on prépare un parcours, un itinéraire, une fois qu'on est arrivé à destination, l'application elle détecte, vous êtes arrivé, c'est terminé. Eh bien c'est la même chose avec le bâtiment, on se rend en face avec sa géolocalisation, ça calcule la distance par rapport au point du bâtiment, et quand on est dans un périmètre de 100 mètres, la capture est rendue possible. Donc on s'assure qu'on est allé devant, qu'on l'a bien visité. Et une fois qu'on l'a capturé, il rentre dans notre Archidex qui est personnel, donc on peut voir dans son journal de bord la date à laquelle on l'a attrapé, on peut aussi créer une liste de favoris ou une liste personnelle, et cette exploration après elle est guidée avec des thématiques.
Donc on peut explorer par arrondissement, comme ça fait un secteur. On pourrait explorer après avec des thématiques. On peut imaginer Haussmann, les parcs, les églises, les monuments, les bâtiments comme les hôtels ou les musées. On a aussi des balades, donc proposer un itinéraire déjà tracé pour l'utilisateur, le joueur, comme ça il se dit le dimanche je ne sais pas quoi faire, allez hop, une balade. On a aussi par architecte, comme ça on va focus sur la production d'un architecte dans tout son développement. On a aussi l'exploration par mouvement, les styles artistiques, où on va pouvoir apprendre à décoder pourquoi un bâtiment il est art déco, art nouveau, quelle est la différence entre les deux, quand a eu lieu la période. Et donc tout ça, c'est des clés qui sont en lien aussi avec l'art. Et enfin, il y a aussi toutes les expositions qui ont lieu en ce moment à Paris. Donc le but, c'est pas seulement de dire regardez la façade, regardez l'extérieur, parce que tous les bâtiments sont pas visitables. C'est aussi de pouvoir donner des clés, des raccourcis pour dire voilà, le Petit Palais, c'est un endroit d'architecture qui en plus a des expos, donc on vous dit les expos qui y a en ce moment dedans. Et donc la balade, elle s'agrémente pas seulement d'une balade extérieure, après on va à l'intérieur et on profite. Quelque chose de très complet. Et ce projet que tu nous décris, donc pour l'instant il n'a pas encore vu le jour, mais tu as déjà participé à un concours organisé par la ville de Paris. Est-ce que tu peux en dire un peu plus aussi là-dessus, en quoi le concours te permet pour l'instant de te développer et d'espérer... et quel a été le résultat de ce concours? Le résultat de ce concours déjà, exactement. Quel est le résultat de ce concours? Oui Antoine, oui. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, donc j'ai participé et j'ai été lauréat du concours. Donc ça a été une chance énorme. Quel est le nom quel est le concours exactement? Ouais. Oui, alors le concours s'appelle Créartup, c'est pour faire un mix de la création artistique en mode start-up. Donc l'idée, c'est un concours proposé par la ville de Paris qui accompagne des étudiants qui ont un projet en cours dans le milieu artistique. Donc moi, mon projet, il répond plutôt à une ambition entrepreneuriale, c'est-à-dire que voilà, c'est un concept, une application, mais à côté de moi, il y a des personnes qui ont participé au concours qui sont plutôt sur des projets artistiques, qui eux proposent des concerts, qui ont un projet de danse, un récital de piano. En fait, le panel était très large, et en étant dans l'architecture, mon projet permettait de rentrer dans le domaine de Créartup. Donc c'est un concours qui a lieu tous les ans. On est sélectionné déjà sur un dossier, on doit répondre, avec des éléments visuels, dire où on en est dans notre projet. Et s'il est suffisamment sérieux et avancé, on est sélectionné pour le jury. Et aussi, il faut que ça intéresse le jury. Une fois pris dans le jury, on passe un oral, et là, on est présélectionné et enfin validé pour être lauréat ou pas. Donc moi, je fais partie du groupe de 10 lauréats à ce concours. Et l'objectif, c'est de réaliser fin avril un festival qui a lieu au Point Éphémère dans le 10e arrondissement. Donc c'est le 24, 25, 26 avril, sur 3 jours. Notez dans vos agendas. Exactement. Et donc lors de ce festival, on est censé performer notre projet. Alors moi, étant sur un projet d'application, il va être performé sur les 3 jours et il sera même disponible après aussi longtemps que Archidex existera à partir de cette date. Mais d'autres, par exemple, vont faire leur récital de piano et ce sera sur un temps donné. Donc moi, lors de ce festival, je vais proposer une balade pour accompagner les gens avec l'application, leur apprendre à l'utiliser, avoir aussi en face de moi pour la première fois des utilisateurs qui ne sont pas de mon cercle proche pour voir comment ils interagissent avec le projet, l'application, et leur expliquer en direct comment voir les bâtiments. Voir aussi peut-être comment ça aurait été s'ils avaient été seuls avec l'appli et quelle est la différence avec moi qui peut leur expliquer comment regarder les bâtiments. Mais... Vas-y, je t'en prie, vas-y. On va pas y arriver ce soir. Vas-y, ce qui m'intéresse, c'est peut-être anecdotique, mais donc du coup, quand tu as passé le concours, l'application, comment tu l'as présentée? Elle n'était pas développée encore? Oui, il faudrait peut-être que je revienne un peu sur la genèse du projet. Oui, pourquoi pas. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Tu avais une question, Antoine, avant. Chronologique. Non, c'était peut-être rappeler quelque chose qu'on n'a pas fait depuis le début, c'est que pour l'instant, l'application est destinée aux Parisiens. Et oui, tu me proposes encore que des bâtiments à Paris. Même si, t'en parleras peut-être plus tard, il y a des... Je vais tout de suite répondre mais là-dessus. Vas-y, je t'en prie. Mon ambition avec ce projet, c'est que ça devienne mon métier. Là, je suis en dernière année d'école d'ingé archi, en Master 2, et j'aimerais que ce projet il se développe énormément. Pour l'instant, il est fait à Paris parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. C'était déjà mon premier objectif, de me dire, ce sera le banc d'essai, vraiment le tremplin où ça va se faire connaître, et pouvoir donner aussi l'application dans plusieurs langues, et donner à voir aux visiteurs quelque chose sur l'architecture à Paris.
Donc c'était aussi l'endroit où j'ai fait mes études, donc forcément je connais beaucoup de bâtiments, et il y a tellement de richesses d'architecture que ça me paraissait évident qu'il fallait que ça soit à Paris en premier. Mais l'application, comment elle est faite, comment je l'ai développée, parce que je reviendrai là-dessus, mais c'est moi qui l'ai développée en apprenant en autodidacte à coder, je l'ai développée de telle manière que je pourrais après, sur le serveur qui est en lien, développer une autre base de données sur une autre ville. Et mon ambition, et c'est déjà le cas, exactement, dupliquer le modèle. Que ça soit à Paris. Après, j'aimerais couvrir d'autres villes en France. Il y a un patrimoine très très riche, super intéressant partout. On peut déjà imaginer les grandes villes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille. Il y a tellement de choses. Lyon d'abord, évidemment, peut-être. On vient de Lyon, donc on ira peut-être à Lyon d'abord. Chauvin. mais Metz aussi, Nico, t'en fais pas. Beaune en Bourgogne. Il y a des choses à dire. Et énormément, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais que ce jeu, là, on pourrait le performer ici dans la ville de Paris. Il suffit de prendre le métro, le bus, le tramway, et voilà, on a accès à cette architecture. Mais après, ça peut même devenir une chasse au trésor. J'imagine des endroits en Bretagne. Cet été, je suis allé sur une île où tout au bout, il y avait un phare. Je me suis dit, mais si ce phare qui était magnifique, il était dans l'application, ça deviendrait la sortie du week-end. De se dire, viens, on y va entre potes et puis on va capturer le phare et nous, on l'aura et les autres l'auront pas. Parce que il faut se déterre, il faut vraiment avoir la motivation de l'attraper. Donc ça se passerait en France, voilà, dans toute la France. Et après, le développer en Europe. Moi, j'imagine à Rome, puisque c'est là qu'est né le projet, en tout cas que j'ai eu l'idée en premier, et après ailleurs. Alors on revient peut-être un petit peu du coup sur la jeunesse du projet. Quelle année l'idée du projet à Rome? La question que faisais-tu à Rome d'ailleurs? Donc c'était il y a 2 ans, j'étais en Erasmus à Rome, et moi depuis que je suis, même avant d'être en école d'architecture, j'étais déjà passionné par l'idée de visiter une ville et de connaître toutes les rues. Quand j'étais au lycée, j'avais fait ce truc. Moi, j'étais au lycée à La Rochelle. J'avais trouvé un plan dans l'office de tourisme et j'avais essayé de parcourir toutes les villes et je surlignais toutes les rues, pardon, et je surlignais toutes les rues que j'avais parcourues. Donc, toujours dans le but de consommer l'ensemble de la ville et de tout connaître. Donc, voilà, on peut presque croire que c'est à ce moment-là que j'avais déjà envie de faire ce projet. Mais ça s'est réellement passé quand j'étais à Rome parce que j'ai déjà essayé de participer à un concours dont l'objectif était de mettre en avant la ville dans laquelle on faisait notre Erasmus. Et c'était un concours parisien où on devait revenir de notre Erasmus et voilà, rapporter quelque chose. Donc il y a beaucoup de gens qui faisaient un podcast, qui faisaient un film, ces genres de choses. Et moi je me suis dit je vais faire l'application dont j'avais pas encore le nom. J'en ai parlé avec la personne qui me suivait du concours. Ouais. J'en ai parlé avec la personne qui me suivait pour ce concours-là, dont j'ai oublié le nom parce que ça date. Et j'ai senti un engouement chez elle. Elle était excitée. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est-à-dire que les autres projets, elle excite pas autant, ou alors elle est tout le temps excitée comme ça. Et tu tenais un truc. Et je me suis dit que je tenais vraiment un truc. Intéressant. Et le sujet, c'est que on pouvait gagner de l'argent à la fin avec le concours si on était lauréat, mais le projet nous appartenait plus. Il était donné au concours. Oui. Et j'ai préféré lâcher, en fait. J'ai quitté le concours sans donner de raison à mon encadrante, parce que je me suis dit, mais je vais pas lui dire que je quitte parce que j'ai l'impression qu'on me pique mon idée. J'ai envie de continuer solo. Et donc l'idée m'est venue aussi parce que j'avais un guide d'architecture, un livre, et je trouvais ça très compliqué de visiter Rome avec ce livre parce qu'il prenait de la place dans mon sac. Il n'était pas fait de telle manière que c'était facile de trouver les adresses. J'étais obligé de prévoir chez moi, sur Google Maps, tous mes trajets, les points intéressants. C'était un travail en fait, je me mettais des post-it dans le manuel. Enfin, c'était toute une somme de choses avant de le faire, et même quand j'étais sur place, j'allais sur Wikipédia, des sites en plus, parce que la description elle est ridicule, et il n'y a pas de photo, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de coupe. Moi, en archi, c'est pas ce que je cherchais, c'était pas suffisant. Donc là, l'idée s'est développée encore plus et c'est affiné. À un moment, je pensais même juste faire un serveur pour les étudiants en archi, pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre leur analyse. Parce que nous, on fait énormément d'analyses. C'est participatif, quoi. Exactement. Ouais. Je pensais à un Wikipédia de l'architecture, en fait. Mais ça existe déjà, il y a déjà plein de sites et les étudiants participent pas forcément. Donc j'y croyais moyen. Ouais, ou alors ça s'essouffle ce genre de projet. Exactement. C'est très fort au début et après ça se... C'est ça, faut toujours quelqu'un pour tenir la barque et... Ouais, mais quand cette personne n'est plus là... Bah... Exactement. Donc finalement, je me suis dit que c'était toi qui tenais la barre et comment t'en faisais ce que tu voulais. Voilà. Tu pouvais maîtriser le... Après, on discutera de comment sont faites les descriptions, les photos, comment on enrichit la base de données. Mais tu peux en parler, vas-y, hein, si tu veux. Je pense que c'est assez clair sur la genèse, non? C'est ce que tu voulais savoir, Nico. Bah, il y avait juste la question de la... Mais c'est anecdotique, mais c'est la présentation. Comment tu l'as présenté au concours? C'est présenté comment? Exactement. Alors, moi, en étant Rome, j'avais déjà fait un design de l'application, donc un canevas, juste quelque chose de graphique, et c'était pas suffisant pour se dire que le projet existait.
Donc j'ai commencé à envisager d'apprendre à coder et à faire moi-même l'application. J'ai décidé de prendre une année de césure après mon année à Rome, quand je suis revenu à Paris, exprès pour développer Archidex. Donc bon, j'ai travaillé à côté, j'avais besoin d'argent, etc. Mais l'ensemble du temps dédié était donné à apprendre à coder. Donc j'ai appris tout seul sur Internet, avec des forums, des tutos, etc. pour moi-même arriver avec un produit qui soit sur mon téléphone et qui fonctionne comme je l'imaginais. Et surtout, tu le dois qu'à toi. Exactement. Et donc voilà, j'ai développé le projet au maximum de ce que je pouvais, j'ai appris énormément de choses. Et aujourd'hui, j'apprends encore des choses sur le codage et je fais encore tout seul. Et donc quand je suis arrivé au concours, j'avais cette application sur mon téléphone. Je leur avais montré déjà une vidéo dans laquelle j'enregistrais moi-même l'utilisation, l'usage, et que ça fonctionnait, que c'était déjà prêt. Et tout ce que j'envisageais de développer par la suite pour améliorer le projet. Et pour répondre au concours, il fallait aussi que je leur dise mais qu'est-ce que je vais faire le jour du festival? Parce que si j'ai une application, j'ai qu'à rentrer chez moi, l'application elle est prête et à quoi bon faire ce festival? Oui, donc en fait, quand tu arrivé au concours, c'était pas du tout un projet de papier. Tu avais déjà un prototype à leur montrer à l'utilisation. D'ailleurs, je me souviens que déjà il y a plusieurs mois, cet été, tu m'avais déjà montré sur ton téléphone à quoi ça ressemblait. Ça fait longtemps que tu as quand même ta propre version bêta, je sais pas si on peut appeler ça bêta ou même. Il y a des privilégiés que ici. Tu avais. Effectivement. Ouais. Tous mes amis, tout le monde autour de moi devient un peu mes bêta-testeurs avec un avis à donner. Je suis un cobaye. Je leur montre tous les 2 jours, je crois, je montre au moins à quelqu'un mes nouvelles avancées. Pas plus tard que tout à l'heure, avant de venir au podcast, j'étais sur mon téléphone en train de coder et j'ai mis une nouvelle fonctionnalité. Parce que j'ai ce luxe de maîtriser l'outil que je mets en place et de moi-même changer le design, améliorer, créer un bouton. Et des fois, ça m'arrive de montrer ça à quelqu'un à qui je l'avais jamais montré, de me dire... par exemple, là, je peux vous le dire, il y a un classement avec les scores et les rangs de chacun. Et la personne m'a dit, mais ça serait super intéressant que je puisse suivre des amis, en fait. Moi, ça m'intéresse pas qui est le premier mondial. Moi, ce que je veux savoir, c'est mon ami ou ma copine ou quelqu'un. Un réseau social. Un réseau social autour de ça. Et donc, ce que je veux, c'est pouvoir l'ajouter avec son pseudo et voir qu'est-ce qu'il a capturé et où est-ce qu'il en est. Et ben, c'était fait. Elle m'a donné l'idée, je l'avais déjà, enfin, dans ma tête, je me disais, il faudrait que je le fasse un jour, mais que ça vienne de quelqu'un d'autre à qui j'avais montré l'appli, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et je l'ai codé, et là, c'est pas encore parfait, c'est pas finalisé, mais c'est en voie, et je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Plaisir. Et on voit les scores, et c'est excitant de voir le projet avancer avec tout le monde. C'est énormément d'énergie, t'es tout le temps dessus, en fait. Tout le temps. Et chaque minute peut être propice à un peu de code. Ça te dit quelque chose peut-être, Nicolas, ce genre d'investissement dans un projet personnel? Alors oui, merci Antoine. Chacun, oui, on a tous un projet. Celui-là, il m'obnubile, j'y pense en permanence. Mais c'est pas du tout invasif. Moi, je m'en rends pas malade. C'est un plaisir et ça m'excite énormément de faire tout ça. C'est bien de pas s'en rendre malade. Beau travail. C'est un podcast pédagogique pour tout le monde ce soir. On va tous apprendre quelque chose ce soir. Donc l'architecture, allons-y. Non, tout à l'heure en plus, tu allais parler des descriptions, de la manière dont tu étais concrètement en termes d'information, parce que tu disais au début que tu voulais quelque chose qui soit pas anecdotique, qui soit un peu quand même dense, quoi. Comment ça se présente? Qu'est-ce qu'on apprend sur les bâtiments qu'on va visiter, qu'on va observer plutôt? Tout à fait. Alors, déjà, quand on va vouloir capturer un bâtiment, on va avoir un aperçu de ce bâtiment, une première photo qui nous dit à quoi il ressemble et une légère courte description qui va nous accrocher et piquer notre curiosité. Cette première description, en général, elle va être soit architecturale si le bâtiment il est très caricatural, ou en tout cas radical dans ce qu'il exprime, sinon c'est quelque chose plutôt de l'anecdote ou de l'histoire. Comme ça, on s'en rappelle. On est capable de dire à son ami « Ah, tu l'as vu ce bâtiment avec l'architecte qui allait en prison ?» Et c'est ce qui nous marque, finalement. Alors que bon, on sait même pas pourquoi il allait en prison, mais on s'en rappellera. Et moi, c'est déjà ce qui m'intéresse, c'est de me dire que je vais marquer l'esprit des gens. Une fois qu'on a capturé le bâtiment, on a accès à une description plus complète. Il y a la description du bâtiment et la description de l'architecte. Pour ce qui est de la description du bâtiment, chaque bâtiment est différent. Nous, en architecture, on apprend à analyser et à décrypter un bâtiment de plein de manières différentes. Déjà, il y a son contexte, le contexte urbain, où est-ce qu'il est situé. Ensuite, il y a quel était l'objectif avant même de construire le bâtiment, en fait, se mettre dans la peau de l'architecte. On est dans une parcelle très fine et très profonde. Comment faire un bâtiment, réussir à capter la lumière, à loger beaucoup de gens dedans, alors que la forme de la parcelle
est compliqué. Donc on se met soi-même un peu dans cette peau du créateur et de se dire quel est le défi, dans un problème logique en fait. Et après on voit le résultat et on l'analyse concrètement. Et de dire ce bâtiment est intéressant parce que il y a une coursive, les fenêtres sont particulières, pourquoi il y a des duplex, comment on fait pour lire des duplex. Des duplex, c'est des appartements sur 2 étages, je précise parce que il faudra aussi dans l'application revenir sur ce vocabulaire. Les termes, le lexique vraiment propre à l'architecture qui est pas c'est ça aussi qu'on va apprendre, monde. C'est le lexique. Tu racontais aussi tout à l'heure, si je peux en parler, que quand tu as montré l'application à ta maman, elle t'a posé la question de ce qu'était un mouvement et que ça t'était presque tombé des nues en paraissant, pour toi ça te paraissait complètement évident. Évidemment on parlait d'un mouvement artistique, d'un courant. Et ça l'était pas en fait. Et donc il fallait définir chaque terme, il faut le définir. Autre question, c'est un lexique très large parce que tu fais toutes les époques. Oui. Il va falloir que tu expliques potentiellement ce que c'est qu'un gable, si tu parles de gothique, de choses comme ça, à de l'art déco, voilà, c'est ça le... Après, je voudrais rester dans une limite qui soit celle du plaisir et de la vulgarisation, parce que si par exemple on parle de Notre-Dame, on pourrait le décrypter dans tous les sens. Il y a tellement d'éléments. Ça a déjà bien été fait de toute manière. Exactement. Et moi, je veux surtout que ça devienne encore un plaisir et je me dire, les gens se sont déplacés devant le bâtiment, il faut pas que ça dure 15 minutes à regarder son téléphone. Donc une description assez de caractères, donc il y a un format maximal de... On aimerait s'en tenir à un nombre maximal de mots ou de caractères. Et après, là, mon ambition, c'est... J'ai toujours plein d'idées pour améliorer le projet, mais c'est après qu'il y a un podcast, un document audio qu'on n'a plus qu'à écouter. C'est là que nous intervenons, Nicolas. On n'a plus qu'à écouter et on lève les yeux de son téléphone. On s'est déplacé devant le bâtiment, c'est pour le regarder, c'est pas pour regarder ses pieds ou son téléphone. Donc, moi, ce que j'imagine, c'est, prenant l'exemple du musée Georges Pompidou, le centre Georges Pompidou. Et bien, une fois qu'on est devant, il y a des choses intéressantes avec cette pente douce qui amène dans presque un niveau de sous-sol qui intègre un rez-de-chaussée. Il y a toute la structure qui est intéressante. Et ça, on peut le faire en faisant le tour du bâtiment. Et on n'a pas à rester statique devant avec son téléphone. Et donc, le plaisir viendrait après d'avoir un podcast qui est facile à écouter. Travailler avec une petite musique, etc. Oui, puis effectivement, qui permet du coup de voir le bâtiment, parce que c'est le premier. Et que, exactement. Oui, de pas... Et après, voilà, il y a des bâtiments qu'on peut très rapidement décrire architecturalement, voir quel est l'intérêt, et pas besoin après d'aller parler de la circulation verticale avec un escalier, comment sont faites les chambres posées au nord, le côté jour-nuit. Il y a des plans de bâtiments d'architecture qu'on va pas non plus aller décrire. On prend ce qui est l'essence et l'intérêt particulier de ce bâtiment. Et après, si ceux qui sont curieux pourront aller explorer un peu plus, chacun est libre. Mais l'idée première, c'est de capter l'attention et de ne pas mal utiliser l'attention du joueur ou de l'utilisateur. C'est que ça reste un plaisir. Oui, puis c'est vrai qu'avec une anecdote simple, on peut après facilement se remémorer d'un endroit. Moi, je vois, une fois, on se promenait tous les deux à Paris. On était passé place des Vosges. Tu m'avais expliqué en quoi c'était, tu me corriges si je dis une bêtise, mais en quoi c'était assez exceptionnel cette place, parce que c'était un des rares exemples de places carrées réussies. Tu m'expliquais que d'habitude les places carrées sont pas très... c'est un peu un faux pas en architecture, et que là c'était pas le cas. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, tu vois. Je me souviens effectivement que tu parlais de ça, et de oui, il y a cette particularité-là. Il y a beaucoup de subtilités sur la plage des Vosges, une place royale, beaucoup de détails et d'éléments à raconter, mais il faut s'en tenir un peu à l'essentiel. Il y a plein d'autres exemples de places carrées qui sont réussies, mais voilà, si on est un peu dans la caricature et qu'on va rapidement sur un exemple, après, le but, c'est de retenir quelque chose, de partir avec un objet ou un souvenir avec soi. Et moi, je l'ai remarqué ça avec les gens avec qui je me balade et je me promène, et quand je leur explique les bâtiments, ils sont friands de ça. Donc il faut le proposer, et après, ceux qui veulent plus, ça éveille leur curiosité, peut-être une passion, et derrière, c'est ça qui me plairait. D'autant qu'à Paris, moi typiquement, je suis venu vivre à Paris il y a maintenant bientôt 3 ans, et ça arrive très régulièrement que je passe devant un bâtiment qui me paraisse assez exceptionnel, justement dont l'architecture me marque, et où je suis frustré de me dire mais en fait je sais pas ce que c'est, et du coup je m'en veux moi-même, je passe pour un con auprès de moi-même en disant ça m'énerve, je sais pas ce que c'est, alors que c'est visiblement assez extraordinaire, et j'ai des amis autour de moi qui me disent la même chose. Je sais que des gens qui sont arrivés à Paris, et peut-être même probablement qu'à des Parisiens ça arrive aussi en tout cas, qui dès qu'on est un peu curieux on peut être frustré. Mais en tout cas je sais pas si toi Nico c'est quelque chose que t'as ressenti aussi en arrivant au début, mais je trouve c'est
Enfin, après, j'imagine qu'il faut être un minimum curieux déjà pour lever les yeux et se dire tiens, alors ça c'est déjà un premier point, lever les yeux et observer ce qu'il y a autour de toi dans la rue. Voilà. Première étape. Et des fois on n'a pas forcément accès, juste pas le temps des fois aussi, mais d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ou alors oui, ça m'est arrivé aussi, effectivement, t'es devant un bâtiment que tu trouves intéressant, tu sais pas ce que c'est, c'est la bonne vieille recherche manuelle sur Google avec le nom de la rue, essayer de retrouver le bâtiment remarquable. Et un nouveau truc aujourd'hui, ça m'arrive de l'utiliser, j'utilise Google Lens. Ah oui, effectivement, oui, la recherche par image. Ça m'a déjà sauvé la vie, ce genre de choses. Alors, sur des œuvres, déjà, une œuvre pas très connue au bataillon, il faut absolument que tu saches rapidement ce que c'est. Et puis, oui, des bâtiments, des pièces architecturales. Voilà, c'était pas du tout une pub pour Google, mais c'était juste pour dire qu'en gros, il y a quand même des outils. Alors, il faut... Comment ? C'est un peu fastidieux, comme ça demande en tout cas un minimum de... Et puis, il faut se dire, tiens, je vais utiliser cet outil-là pour ça. Parce que c'est quand même un outil plutôt développé pour, je sais pas... tu scannes un produit de consommation, par exemple, pour le retrouver. Pas forcément un tableau du 18e siècle. Mais ça peut marcher aussi. Puis c'est un effort en plus à chaque fois, parce que soi-même, faut s'arrêter, faut regarder, alors que souvent, on est en train de se déplacer, on fait quelque chose d'autre. C'est ça. Oui, puis Google Lens, il faut faire une photo aussi. Faire une photo, la mettre dans l'appli. Si t'es en bus, t'as pas le temps de... Tu sais même pas dans quelle rue tu passes. Non, mais c'est vrai, soyons concrets, soyons pragmatiques. C'est vrai, tu as raison. Ce qui me plaît avec Archideck, c'est de me dire que les gens, ça va aussi les faire sortir un peu de leur zone de confort. Où en fait, moi, je suis du 19e arrondissement, donc je connais très bien le 19e. En plus, mon école d'architecture est là-bas, la Villette. Et en fait, il y a des endroits où je mets peu les pieds. Ici, dans le 15e arrondissement, je connais le 15e parce que je l'ai étudié, mais d'être venu vraiment voir les bâtiments en face, même en étant en archi, je le fais pas. Et je l'ai montré à des amis, des étudiants en architecture, ils m'ont dit mais c'est génial ton truc parce que on n'arrête pas de nous montrer des références, d'aller à tel endroit. On est à Paris quoi, et on n'y va même pas. C'est ça, c'est qu'une... Puis chaque quartier a quand même une histoire. Le 15e on y pense moins par exemple, mais c'est vrai qu'il y a aussi des architectures très variées, des choses très intéressantes. Et oui. Là où 19e, ça sont tous les arrondissements. 19e, t'as quand même un tissu ancien avec un tissu beaucoup plus moderne. Enfin, si on pense au siège du Parti communiste, la place Colonel Fabien. Exceptionnel et super. T'as des choses de ces mêmes années, ou même si tu traverses même la maison de la radio en soi, Antoine. Qui est classé d'ailleurs, c'est un bâtiment classé, les gens ne savent pas forcément. Mais c'est pour dire la variété, parce que juste à côté, t'as la maison de la radio et t'as la rue La Fontaine qui part avec tous les bâtiments Guimard, Art Nouveau, le Castel Béranger, etc. Il y a la maison, je crois, de Balzac qui est pas très loin, non ? Alors oui, c'est ça qui est au-dessus, qui est juste au-dessus, donc des styles très différents, enfin des époques très différentes. Dans un périmètre qui est... Ça, c'est propre à Paris aussi, je pense, d'avoir un... Oui. Des styles aussi différents et aussi éloignés dans le temps, dans un périmètre si restreint. Puis le 16e, c'est un autre exemple, parce que c'était quand même notamment fin 19e, début 20e, un quartier propre à l'expansion, parce que c'était pas très utilisé. Il y avait quand même des gens un peu fortunés qui venaient se faire construire leur maison là. C'est pour ça que t'as pas mal d'exemples Art Nouveau, puis Art Déco. Et si tu montes jusqu'en haut du 16e, la rue Mallet-Stevens, dans les années 1920, c'était des coins... où il y avait de l'argent, et surtout on avait la place de construire des choses comme ça. Parce que Paris, le tissu urbain, il est quand même très resserré. Par exemple, tu vas dans le Marais, même si on a voulu le raser dans les années 60, c'est quand même un tissu urbain très 18e c'est encore. Concentré, Donc, mais c'est pour dire que... C'est presque comme si Paris avait 20 visages différents. Mais c'est exactement ça. Et encore, là je me concentre sur Paris intramuros, mais derrière il y a tout le Paris extérieur, Grand Paris aussi à toucher, qui est très très intéressant. T'as combien de points aujourd'hui je sais pas comment tu les appelles toi, de bâtiments, tout simplement, de bâtiments recensés dans l'application aujourd'hui, combien t'en as ? Référencés dans l'application, j'en ai 360. Là aujourd'hui, quand on fait le podcast. Mais sur une autre base de données que moi, sur laquelle j'avais commencé, j'en ai déjà 550. Qui est aussi avec le la fiche n'est pas complète, c'est ça peut-être, où il manque encore d'informations ou... C'est ça, c'est que il faut les rentrer à la main quand même. Et en fait, c'est très facile pour moi d'avoir ces 550 points parce que je les place juste sur une carte. Mais derrière, il faut renseigner, lui dire quelle est sa latitude, sa longitude, prendre une photo, lui mettre l'architecte, la date de construction. Pour que la géolocalisation fonctionne aussi, que ce soit bien... Exactement. Oui, un travail fastidieux de remplissage. Données, de remplissage et de je données. peux pas en même temps suivre mes études, faire cette application le reste du temps, remplir la base de données, c'est un travail énorme. Et en plus, je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet, c'est pas l'élément du podcast, mais j'ai créé une entreprise il y a 2 ans, qui est la mienne, pour laquelle je travaille, et je fais des modèles 3D de bâtiments pour la construction sur les chantiers. Et ça, c'est une activité qui me rémunère
qui me permet de travailler et qui me prend du temps. Parce qu'il y a une réunion une fois par semaine, et puis les entreprises, quand elles me demandent quelque chose à faire, on est dans du concret. Là, on va construire un hôpital à Plessis-Robinson, je travaille sur le sujet. Je peux pas leur dire non, j'ai une application. Oui. Ou non, j'ai l'hôpital dans l'application, les enfants. Et oui. Je vous le dis. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui prenait du temps. Donc là, j'ai réussi à constituer une équipe avec 2 autres personnes qui vont m'accompagner pour remplir les descriptions, m'aider aussi à renseigner les points, parce que l'objectif, voilà, c'est le festival du mois d'avril. Et tous les points n'ont pas une description complète. Là, c'est surtout le 19e et le 10e sur lequel je me concentre, puisque c'est autour du lieu du festival. Mais après... Alors une balade, c'est ça, disponible le jour J, enfin les jours J, il y en a 3 du coup. Dans le 19e, j'ai 80 bâtiments. Donc 80 bâtiments dont il faut prendre les photos, s'assurer qu'elles sont libres de droit, faire les photos soi-même autrement. Et c'est l'action que j'allais te poser sur les photos, est-ce que tu les prends toi-même ou est-ce que des fois tu as recours à des... Quelquefois elles sont libres de droit. Après il y a beaucoup de photos qui sont faites par des gens qui sont pas photographes mais qui ont pris des très belles photos qui sont très intéressantes. Après si un bâtiment, il tombe dans le domaine public, si son créateur, donc l'architecte, est décédé depuis un certain temps. Donc 70 ans, ça dépend après de certains cas, mais en général après on y a accès libre de droit à des documents d'archives. Mais tous les bâtiments ne datent pas d'il y a plus de 70 ans, donc il faut ensuite s'assurer avec les agences d'architecture ou d'autres personnes qui possèdent les plans ou les coupes qu'on peut les reprendre. Et ça aussi c'est un travail fastidieux qui est nécessaire puisque je veux pas simplement avoir une photo de Street View dans la rue, je veux que ça soit plus intéressant que ça. Et après, vous voyez, vous parliez tout à l'heure de beaucoup de bâtiments d'architecture. Tout a été couvert à Paris presque. Il y a des livres sur tout, sur les architectes. L'information, elle est là. Elle a déjà été écrite aussi par des professionnels, des journalistes d'architecture, des critiques d'art, tout. Donc en fait, cette information, elle a juste besoin d'être récupérée, un peu transformée pour être adaptée au public à qui elle est donnée. Mais elle est existante. Et puis sur un support accessible et disponible pour tous, que tu parlais de ton problème à toi de livres dans le sac à dos, voilà, dans le sac à dos qui pèse une tonne, qui a un format à la con qui rentre pas dans ton sac, et du coup un format à la con, Antoine, enfin un format peu adapté, dirons-nous. Puis je me suis rapproché du pavillon de l'Arsenal. Donc le pavillon de l'Arsenal, c'est un bâtiment qui recense un peu les lieux d'architecture. C'est un espace très connu en Europe, au-delà même de Sully-Morland, si vous voulez y aller. Qui est magnifique d'ailleurs pour un lieu d'architecture. Et eux ont sorti un énorme livre avec Éric Lapierre, qui est un architecte qui a beaucoup écrit de descriptions sur les bâtiments, qui recense tous les bâtiments de Paris. Mais le livre est gigantesque, il est énorme. Et il y a toutes ces descriptions, toutes ces photos. Et le pavillon de l'Arsenal avait déjà une bonne intuition, ils en ont fait une application qui est que sur Android. Mais l'application, elle est... Désolé, je vais le dire, mais je leur ai déjà dit puisque je les ai rencontrés, je trouve qu'elle est pas sexy. Elle est pas belle, elle est dure à utiliser, elle se dédie uniquement à un public d'architectes qui veut avoir un annuaire numérique des bâtiments. Mais en soi, il n'y a pas d'aspect de gaming, la description est courte. C'est pas ludique, quoi, finalement. C'est pas ludique. Mais à ces gens-là, par exemple, tu leur as parlé de ton application ? Oui, je leur ai parlé de l'application. Ça faisait 1 an que j'avais développé le projet. J'ai rencontré le responsable, le directeur de la communication, qui était intéressé par Archidex, par le concept. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais même pas développé, j'avais mon canevas, mon design, mais pas le vrai produit. Et il m'a dit, c'est super intéressant, mais revenez nous voir quand vous aurez quelque chose d'avancé, mais en tout cas, on se tiendra au courant et on reprendra contact. Et donc eux, avec cette application ils ont déjà la base de données de cet énorme livre qu'ils ont produit. Ce qui est quand même précieux déjà. C'est précieux. Et moi, je leur avais dit à cette époque-là, le directeur, il travaillait toujours au pavillon, mais depuis, il a changé. C'est quelqu'un d'autre qui est à sa place. Il m'avait dit, on verra à ce moment-là si ça vous intéresse de récupérer notre base de données. On négociera, on verra moyennant quoi. On n'en parle pas maintenant, mais elle est disponible. Peut-être que vous en ferez un meilleur usage, parce que nous, l'application, on la met plus à jour aujourd'hui. Donc j'ai toujours ça en tête. J'attends... là, mon objectif de développement, c'est de réussir le festival. C'est mon objectif. D'avoir 3000 personnes. C'était les chiffres de l'an dernier au festival 2023. 3000 potentiels utilisateurs. Voir le banc d'essai, comment il se passe. Ajuster le tir, corriger. Aller voir le pavillon de l'Arsenal avec ça, ces résultats. Leur dire, regardez, je l'ai fait, il y a tant de gens, ça fonctionne. Il y a un public. Il y a un public qui existe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Sachant que du côté de la ville de Paris avec ReArtUp, l'accompagnement s'arrêterait après le festival. C'est l'aboutissement vraiment du projet ou ça peut aller plus loin Ça va un peu plus loin, ça finit un peu avant l'été de 2024, où ils vont nous proposer des éléments pour constituer un peu mieux notre projet ou le développer. Donc c'est très large parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a du récital de piano, des concerts, de la techno. Moi, c'est un projet entrepreneurial et il y a la possibilité qu'ils me présentent peut-être à des gens de la ville de Paris. Je sais que mon projet a été présenté pas par moi, mais par quelqu'un du dispositif au maire du 15e arrondissement et qu'il a adoré l'idée. Alors, bon, j'étais pas là pour le voir, hein, malheureusement, mais il y a quelque chose. Je pourrais très bien aller voir les maires de chaque arrondissement et leur dire, voilà, on fait quoi ensemble? Vous avez des données, vous avez des gens qui travaillent sur votre patrimoine. Est-ce que vous pouvez œuvrer avec moi pour constituer le projet? Et on n'a pas parlé, par exemple, moi, ça me paraît évident, mais je préfère le dire, l'application, elle sera gratuite pour les utilisateurs, à la condition, parce qu'il faut bien que ça me rémunère avec tout ce travail, que j'ai un financement public. Moi, j'aimerais que la ville de Paris me finance, ou alors que le patrimoine, le ministère de la Culture accepte de financer ce projet, ou que la ville de Paris me finance. Et après, le dispositif, on le répercute dans d'autres villes. Par exemple, si je vais à La Rochelle et que je vais voir le maire, l'office de tourisme, et que je leur dis, voilà, est-ce que je développe chez vous? Mais il va falloir participer, vous me payez combien? Parce que sinon, la ville d'à côté, elle est prête à payer. Donc, j'ai pas 4 bras, on n'est pas 10 dans mon entreprise, donc par quoi on commence? Et ça peut après avoir un impact... on peut espérer en tout cas que c'est un impact après sur le tourisme et donc des retombées pour la ville. De leur côté, en espérant qu'il y ait des choses comme ça pour toi et que ça... Par exemple, le prochain semestre, je vais faire mon projet de fin d'études sur Royan. Et Royan, c'est une ville qui a été démolie en 1945 et qui a été reconstruite. Mais reconstruite dans les années 50 et donc avec tout le mouvement, l'émulation architecturale qu'il y avait à cette période. Donc elle est vraiment dans un domaine. Elle transpire quelque chose et c'est une ville très belle pour ce qu'elle a et il faut l'expliquer. Et ils ont commencé dans les années 2000 à vraiment s'intéresser à ce patrimoine, à le décrire, à rendre les gens curieux et intéressés et sachant de ce qu'il y a autour d'eux. Et je pense qu'il y a plein de villes comme ça en France qui ont besoin d'un outil pour les gens qui habitent, pour les gens qui visitent, pour les mettre en valeur. Et puis, moi, je m'imagine tellement... mais après, c'est mon projet, donc je rêve, mais je m'imagine tellement utiliser l'application pour prévoir mes vacances. Me dire, voilà, regarde, il y a des bâtiments qu'on connaît pas. Moi, j'adore le mouvement moderne. Ce bâtiment, cette ville, elle a ça. Viens, on va faire un week-end. Et puis, fini les 15 livres du Routard qui restent dans la bibliothèque qu'on a à peine feuilleté. On a une application et elle nous suit. Et puis, moi, j'imagine Archidex comme le livre dont on est le héros. C'est soi-même, on choisit notre parcours. Si on aime le mouvement moderne, on va creuser là-dedans. Et une fois qu'on en aura eu assez, on se dira, ah mince, mais je pensais que le brutalisme, j'aimais pas, mais j'adore. Et il va avoir son parcours. Alors que ton voisin, ton ami, lui, il va être sur complètement autre chose. Il va être sur un architecte, il va pas être sur un mouvement. Ou alors il va être sur une ville. Et chacun son exploration. Tu gagnes des niveaux. Chacun, voilà, il joue comme il a envie de jouer. Écoute, c'est une belle très conclusion, intéressant tout ça. Merci beaucoup. On va suivre ça de très près, je pense. Tout à fait. Et merci beaucoup. Alors, j'ai une page Instagram. Voilà, n'hésite pas, c'est le moment. C'est le moment. Ça s'appelle archidex.paris. Bon, alors, avec tout ce que je fais, j'ai pas forcément le temps de beaucoup alimenter la page. J'aimerais beaucoup communiquer plus dessus, mais ça va venir avec le festival. Tu auras un community manager après. Peut-être, exactement, j'aurai quelqu'un. J'ai aussi un site internet qui s'appelle archidex.fr, facile à trouver. Et pendant le festival, je vais lancer une cagnotte, un crowdfunding pour que les gens puissent me soutenir. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'application, j'ai développée uniquement sur Android et j'aimerais qu'elle puisse être développée sur iOS aussi. Pour ça, il va me falloir des financements et comme ça, elle sera disponible pour tout le monde. Aussi, ces financements serviraient à après traduire l'application dans une autre langue, à la développer dans une autre ville et à ajouter plein de fonctionnalités. Et je vais aussi lancer une démarche alors j'ai oublié le terme là, une démarche pour avoir le budget participatif de la ville de Paris. Parce que les citoyens votent, donc je vais faire un projet à l'échelle de tout Paris, et j'espère que les gens... ce genre de... Oui, okay. Voilà.
Ce qui ne demande pas forcément un don Parisien, financier. oui. Comme ça, si les gens ils adorent le projet, un autre moyen de me soutenir, si vous ne pouvez pas me soutenir financièrement, c'est d'aller dire on soutient le projet et la ville de Paris se dira mais comment ça se fait qu'il a eu toutes ces signatures. Et là, en plus du festival qui aura réussi... Tu peux peut-être rappeler les dates du festival? C'est fin avril? Oui, c'est fin avril, 24, 25 et 26 avril, au Point Éphémère dans le 10e arrondissement, qui est un magnifique lieu. Oui. Et j'organiserai une balade d'architecture où je serai présent, j'accompagnerai les gens pour leur expliquer les bâtiments live, et vous aurez accès à l'application à ce moment-là. Bah écoute, le message est passé. Merci vous qui nous écoutez, si ça vous intéresse, allez voir Archidex, c'est vraiment très bien. Venez au festival. Venez à cette belle balade, et puis à très bientôt. Bonne soirée Antoine. Bonne soirée Nicolas. Merci de cette conclusion. Et merci à toi Thomas d'être venu et de nous avoir parlé de ton beau projet. Super.